Alors, on va débuter ce débat. On n'est pas au complet. Nous attendons Monsieur Jeanneton d'APF France Handicap, mais qui va certainement nous rejoindre. Nous débattons aujourd'hui d'un sujet essentiel, celui de la précarité, de la pauvreté. Toutes les associations de solidarité attestent d'une augmentation du nombre de bénéficiaires sur des profils très divers, notamment des personnes avec emploi, vivant dans une précarité grandissante. Comment peuvent agir les collectivités? Quelle est leur marge de manœuvre? Voilà, c'est ce dont nous allons débattre avec nos 4 intervenants. Je vais vous laisser vous présenter très, très succinctement, c'est-à-dire votre fonction et votre domaine d'expertise. Et puis après, on pourra commencer. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Bruno Raquetjian. Moi, j'appartiens à Carmonde, qui est une association de lutte contre la grande pauvreté. Et je suis en soutien de tout du mouvement qui travaille sur l'accès aux droits dans les territoires. Et peut-être vous préciser qu'à Télécarmonde, donc on a notre ADN, c'est vraiment de travailler à partir de ce que vivent les plus pauvres, parce que ce sont eux qui sont les plus à même de trouver des solutions pour résoudre les difficultés qu'ils rencontrent. Donc on mène des projets à partir de ce qu'ils vivent, on travaille cette connaissance avec eux et on porte les propositions qu'on peut faire auprès des institutions et des politiques, avec leur participation. Bonjour Julie, bonjour à tous. Moi je suis Sébastien de la Compagnie Générale des Autres. Alors la Compagnie Générale des Autres, c'est une toute jeune association par rapport à Télécarmonde. Nous, on accompagne les collectivités locales dans des conceptions un peu neuves des politiques publiques de solidarité à travers des initiatives et des processus très participatifs sur les territoires. Et c'est ce dont je parlerai aujourd'hui sur 2 innovations, deux collectivités qu'on accompagne, Romainville en Seine-Saint-Denis et Grigny dans l'Essonne. Très bien. Bonjour, et moi je suis Ophélie Desrolles, je suis la directrice de l'Association nationale des tiers-lieux. Les tiers-lieux, on les recense autour de 3500 aujourd'hui. C'est des lieux d'hyper-proximité qui favorisent le déploiement de communautés d'innovation environnementale, culturelle, sociale et économique sur tous les territoires en France et en Outre-mer. Très bien, merci beaucoup. Et je crois qu'il y a Monsieur Jeanneton qui arrive. Oui, Monsieur Jeanneton, on vous attend. Déjà, je vais vous demander à tous les 3 ce que vous observez autour de la paupérisation des ménages, l'augmentation des travailleurs pauvres à votre échelle. Monsieur Raquetjian. Oui, enfin, des chiffres ont été donnés récemment et aussi par rapport à des associations partenaires. Donc c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de personnes sous seuil de pauvreté. Donc c'est le dernier rapport d'INSEE, donc on est à plus de 9,1 millions de personnes qui sont sous seuil de pauvreté, alors que la France n'a jamais été aussi riche. Donc ça pose question dans l'ambition des politiques publiques de lutte contre la pauvreté. Je voulais aussi vous rappeler un chiffre qui a été publié il y a 2 ans. C'est France Stratégie qui a publié ce chiffre. Ce sont les dépenses précontraintes des ménages. Et ils ont constaté qu'entre 2001 et 2017, les dépenses précontraintes des ménages pauvres, alors précontraintes, c'est le loyer, les factures, l'assurance, donc tout ce que les gens doivent payer et après il leur reste ce qui reste à vivre. Donc pour les ménages pauvres, c'est passé de 31% à 41%, alors que pour les ménages riches, c'est passé de 25 à 28%. Et donc avec l'inflation et les derniers rapports qui ont été publiés, et ce que nous disent les gens, c'est que les personnes ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous, on a une vision qui dépasse l'approche monétaire par rapport à ce que vivent les personnes. Et le combat contre la pauvreté, c'est aussi considérer les personnes dans leur globalité et la globalité de leurs difficultés. Et je voulais aussi vous citer, donc ça c'est une étude aussi qui parle des non-recours aux droits. Et il y a un chiffre qui est assez inquiétant sur les raisons des non-recours. Donc c'est publié par l'adresse, donc la direction des statistiques au niveau de la santé et du social. Et donc c'est une analyse qui a été publiée en juin et qui montre que une des raisons des non-recours, c'est la peur, la crainte des conséquences négatives. Et entre 2016 et 2021, cette crainte est passée de 8% à 18%. Et donc si nous, on ramène ça aussi à ce que nous disent les personnes sont de plus en plus dans une situation de peur par rapport à la difficulté d'accès aux droits, à des contraintes qui sont liées
aux droits auxquels ils peuvent prétendre. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, parce qu'on est dans une société qui crée de plus en plus de peur et qui, derrière, rend de plus en plus difficile l'accès aux droits. Donc nous, on a des personnes qui ont de plus en plus de difficultés pour accéder à partir, par exemple, au niveau des CAF, le numérique, il y a de moins en moins de personnes qui peuvent rencontrer. Donc, ils ont de plus en plus de mal pour faire avancer leur dossier. Il y a des ruptures brutales de droits qui se produisent. Pour rétablir les droits, ça prend des semaines. Et donc, les personnes sont vraiment dans des situations de plus en plus difficiles. Et je voulais peut-être terminer aussi sur cet aspect-là. C'est que l'État français s'est quand même engagé en 2030 donc à ce que 100% des personnes aient accès aux droits fondamentaux, donc c'est les objectifs de développement durable, et aussi à ce qu'il y ait zéro pauvreté en conditions de vie. Donc on voit bien qu'à travers tous ces chiffres, on est vraiment loin du compte et qu'il faut vraiment avoir une toute autre ambition que l'ambition actuelle. Madame Desrolles ? Oui, alors est-ce que vous pouvez rappeler la question ? Ce que vous observez à votre niveau sur la paupérisation des ménages et la précarité. Oui, alors nous, ce qu'on va observer, c'est que les tiers-lieux pratiquent l'accueil inconditionnel. C'est-à-dire que quiconque, et quelle que soit sa casquette, quel que soit son profil, est le bienvenu dans les tiers-lieux. Il y a vraiment cet enjeu de l'accueil, de l'écoute, de prendre le temps d'inclure toute personne qui soit franchit le seuil, soit participe à des ateliers, vient profiter des espaces extérieurs, etc. Et donc, on ne va pas avoir une entrée spécifique sur les enjeux de précarité ou de pauvreté, mais la réalité est qu'on voit de plus en plus de personnes participer aux propositions des tiers-lieux, que ce soit des ateliers, que ce soit des formations, que ce soit des projets culturels, que ce soit des repas partagés. Parce que c'est un endroit où, en effet, s'ils ne vont pas revendiquer l'accès aux droits auxquels ils ont en réalité accès, eh ben, ils vont déjà sentir, ces personnes très variées vont ressentir à minima le lien social, vont ressentir le fait qu'on prenne soin des unes et des autres, quel que soit justement leur entrée, quelle que soit leur casquette. Et donc ça se démultiplie. Et ce qu'on va aussi observer, c'est que les tiers-lieux ont un vrai enjeu d'agilité et d'adaptation au territoire, et que face aux urgences, qu'elles soient récemment climatiques ou aux urgences sociales ou économiques, eh bien, de plus en plus de personnes viennent dans les tiers-lieux parce que ceux-ci apportent des réponses très très concrètes. On l'a vu pendant le Covid, c'était sur les enjeux en s'associant aux associations qui sont déjà présentes, bien sûr, systématiquement en complémentarité, sur des distributions de repas, sur de l'accueil et de l'hébergement d'urgence, sur le fait de pouvoir organiser des distributions de biens de première nécessité. Donc ça, on voit une augmentation, et on voit aussi le fait que les tiers-lieux se démultiplient sur le territoire, ce qui veut bien dire aussi qu'il y a une conscience sur chacun de ces territoires-là de la nécessité d'arriver à créer plus de liens et plus de complémentarité entre les associations. Très bien. Monsieur Janton, bienvenue. Je vais vous laisser vous présenter votre domaine d'expertise, et puis je vais vous demander d'enchaîner sur la première question qui était, qu'est-ce que vous observez concernant la précarisation et la précarisation aussi des personnes en situation de handicap? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et je vous prie tout d'abord de m'excuser de mon retard. Le trafic dans Paris était un petit peu dense. Et les journées au sein d'APF France Handicap sont elles aussi denses. Donc c'est un peu tétris pour les agendas, si je puis dire. Alors pour ma part, je suis tout nouveau vice-président d'APF France Handicap. APF France Handicap, elle était dénommée avant l'Association des paralysés de France pour plus l'identifier. Elle a changé de nom en 2018 pour justement refléter que ce ne sont plus que des handicaps moteurs, mais tout type de handicap que nous recevons vu l'ampleur de l'association maintenant. APF France Handicap est une association qui est là pour défendre et représenter les personnes en situation de handicap et défendre aussi leurs droits.
Et on se rencontre, alors on pourrait se dire, qu'est-ce que fait APF France Handicap sur des sujets de pauvreté et justement, on est aussi légitime parce que d'une part, on s'intéresse aussi chez APF France Handicap aux tiers-lieux parce qu'ils sont un relais d'inclusion notamment, et puis de revitalisation de la vie associative et aussi de rationalisation des mètres carrés qu'APF France Handicap peut avoir, par exemple. Et en revenant au sujet de la pauvreté, le handicap est un facteur de pauvreté. On voit que dans les populations en situation de pauvreté, il y a une surreprésentation du public handicap. Et ça parce que, par exemple, quand il y a un handicap qui survient dans une famille, chez une personne, cette personne va perdre son emploi et les prestations qu'elle va recevoir, notamment l'AAH, sont sous le seuil de pauvreté, même s'il y a eu une remontée spectaculaire du temps du mandat de M. Sarkozy notamment, et puis ça a été augmenté aussi, mais on est encore à 960 € à peu près pour l'AAH. Et notamment, et l'autre volet de compensation qui s'appelle la prestation de compensation du handicap ne couvre pas tout non plus, il y a des restes à charge. Et c'est ça aussi qui fait la pauvreté parce que le budget des personnes en situation de handicap ou des ménages est grévé par l'obligation de soins, des restes à charge et du matériel médical ou paramédical. Donc c'est là aussi un facteur de pauvreté. Donc voilà pourquoi nous sommes ici là aussi. Est-ce que les situations précaires, il y a une observation géographique ou peut-être ma question est stupide. Est-ce que on observe plus de précarité dans les grands centres urbains ou en milieu rural ou pas du tout? Alors, il y a de la précarité et de la pauvreté en zone urbaine et en zone rurale. Par contre, effectivement, il y a des dimensions différentes. Et si on parle des zones rurales, il y a la question de la mobilité qui peut être un frein, notamment pour l'accès au travail, l'accès à l'école. Et donc, il y a des questions d'isolement. Et bien sûr, question d'isolement. Et puis aussi, peut-être, alors, j'ai pas de statistiques, mais c'est vrai qu'on est en contact avec des personnes qui peuvent être en zone rurale propriétaires de leur propre logement et avec des problèmes pour l'entretenir, des problèmes de rénovation énergétique et des restes à charge. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, qui sont vraiment trop importants par rapport aux revenus qu'ont les personnes. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter sur cette thématique-là? D'une manière générale, oui. On a de la pauvreté tant en milieu urbain que rural, mais elle va être d'une forme différente. Après, alors c'est pareil, nous de notre côté, on n'a pas encore toutes les statistiques. Chez APF France Handicap, on a monté une cellule que l'on appelle Handi Droit et on a formé nos professionnels et nos élus de terrain et adhérents et bénévoles pour recevoir les publics en situation de handicap et traiter leurs problèmes de droit afférents à leur handicap quand ils ont des problèmes, quand ils ne connaissent pas leurs droits ou quand ils ont des soucis avec les différentes administrations. Et on est en train de se faire, le dispositif a maintenant 2 ans, et on est en train de se faire à côté de ça un observatoire des droits, c'est-à-dire qu'on a une remontée d'informations qui nous permettent de sortir des statistiques pour qu'on puisse après nous, en conseil d'administration et quand on va voir les ministères, de dire on a telle statistique à opposer aux arguments. Et là, on est en train de travailler justement sur nos statistiques, sur ces problématiques-là aussi. Au niveau des... Oui. Ouais, non, juste un mot par rapport à la répartition des poches de pauvreté. On peut quand même... les politiques nationales ont quand même repéré des zones qui concentrent beaucoup de difficultés sociales. Et ça se concentre et ça s'incarne dans les quartiers politiques de la ville. Qui concentre à la fois des indicateurs très mauvais en termes d'emploi, en termes de taux de pauvreté, en termes de famille monoparentale, en termes de... Enfin voilà. Et donc ça, c'est très objectivé au niveau national. Je n'ai pas de chiffres à donner, mais quand même, on est sur des territoires qui sont très marqués par ces phénomènes de pauvreté, quoi. Quelles peuvent être les marges de manœuvre des collectivités publiques territoriales sur cette question-là? Est-ce que c'est à la fois des actions sur le logement je peux avoir des petits éléments de réponse par rapport à ça, parce qu'on accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leur politique publique.
La plupart, et toutes les communes, je crois, sont dotées de CCAS, centres communaux d'action sociale, avec des politiques sociales locales, très locales, qui sont censées répondre aux problématiques sociales. Il y a ce qu'on appelle également l'analyse des besoins sociaux, qui est un diagnostic socio-professionnel qui s'impose à toutes les mairies en début de mandature. Et c'est un document stratégique qui doit aider les municipalités dans la conception de leur politique publique. Nous, on les accompagne dans une optique un petit peu singulière, originale, parce qu'il y a à la fois des besoins sociaux, mais on sait que les ressources, les territoires ont aussi beaucoup de ressources à travers le tissu associatif, la jeunesse, etc. Et donc, ce qu'on propose aux municipalités, c'est de réaliser l'ABS en bonne et due forme au niveau légal, mais aussi de mapper, d'aller à la rencontre des ressources du territoire pour mobiliser ces ressources en réponse aux besoins sociaux. C'est notamment ce qu'on a fait à Romainville. Donc, les municipalités n'ont pas toutes beaucoup de moyens à consacrer au social. Après, c'est des choix politiques, mais il y a quand même des politiques publiques très locales qui sont complémentaires des politiques nationales qui sont mises en œuvre par les départements sur les territoires. Monsieur Rakedjian. Alors, peut-être avant de parler des solutions, parce qu'il y en a, nous, on est assez inquiets par rapport aux nouvelles lois, notamment la loi France Travail, avec par exemple le RSA conditionné, parce que on va de plus en plus, ça va amener à des sanctions d'allocataires, et on se pose la question sur qui ça va retomber. C'est-à-dire que à la fois les allocataires, ils vont être de plus en plus dans des situations super compliquées, donc ils vont demander des aides d'urgence. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est sûrement qu'ils vont aller de plus en plus vers les CCAS, voire les CAF, pour demander ces aides d'urgence. Et on sait déjà que ces services ont déjà du mal à accompagner correctement les personnes qui ont des difficultés. Donc ça, c'est un premier aspect qui nous inquiète beaucoup dans les conséquences de cette loi qui va être mise en œuvre. Sur les solutions, c'est ce que je vous disais au départ, c'est qu'il faut construire des politiques publiques avec les personnes concernées. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre en place des démarches participatives. Et les personnes concernées, c'est à la fois bien sûr des allocataires ou des bénéficiaires de politiques publiques ou des ayants droit, mais c'est aussi les agents qui sont chargés de mettre en œuvre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est dans la loi ça, mais ce n'est pas appliqué. Et c'est l'article L115.2 du Code de l'action sociale et des familles. Et c'est le dernier paragraphe qui dit que la définition de la conduite et l'évaluation des politiques d'insertion sociale et professionnelle sont réalisées selon des modalités qui assurent une participation effective des personnes intéressées. Et donc, si on veut être sûr de répondre aux besoins des populations et des populations les plus pauvres, il faut vraiment les associer à la construction de ces politiques publiques et il faut appliquer la loi. Madame Desrolles. Oui, en complément, en effet, ce dont on se rend compte sur le terrain et dans les tiers-lieux, c'est que oui, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place avec le fait que les uns et les autres ne le demandent pas systématiquement pour les raisons que vous évoquiez. Et puis qu'il y a tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases ou qui ne veulent plus rentrer dans les cases et la nécessité de construire des dispositifs ou des propositions liées aux associations qui sont présentes sur le territoire, liées aux typologies d'habitants et que ce que vous disiez à l'instant sur le fait d'associer les expériences, les expertises, au-delà même des expériences des personnes en tant que telles, c'est des choses qu'on co-construit au sein des tiers-lieux. On n'est évidemment pas les seuls, mais c'est vraiment notre pratique du quotidien. Et dans ces cas-là, il est important que les collectivités, les agents, les politiques publiques reconnaissent ces capacités d'expérimentation, d'expertise et de ce qu'on appelle aussi la maîtrise d'usage de ceux qui font, de ceux qui font avec, pour et par les personnes qui sont sinon normalement visées par les politiques de soutien aux situations de précarité. Mais il y a vraiment cet enjeu de la co-construction qui est essentiel, qui nécessite aussi une adaptation, c'est-à-dire qu'il y a les politiques nationales et il faut être extrêmement vigilant à ne pas se substituer, à ne pas croire que nous sommes des systèmes de substitution à la solidarité nationale. Pour autant, il y a souvent la capacité à construire à l'échelle territoriale des formes de solidarité, des formes de mutualisation entre ces associations qui, elles, doivent être soutenues à un échelon plus local par les collectivités, qu'elles soient régionales, communales, mais que cette animation du lien social, le fait aussi de décloisonner les enjeux de pauvreté de telle et telle thématique, permet d'avoir une réponse plus globale qui se soutient les uns les autres.
Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque Monsieur chose. Janton, oui. Oui, tout à fait. Je rejoins en tout point ce que vient de dire Ophélie. Et même plus encore, chez APF France Handicap, on veut passer même le pont de la solidarité en demandant aux décideurs publics l'effectivité des droits. Chez APF France Handicap, on se bat, notre Bible, c'est la Convention internationale des personnes handicapées, et qui a édité cette charte, et qui permet en plusieurs points de défendre les droits fondamentaux pour une égale dignité des personnes. Et ça se décline à toute échelle des territoires, tant mondiales que territoriales, et dans nos collectivités locales aussi. Et ça n'empêche pas, de donner aux personnes en situation de handicap ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, c'est-à-dire que les personnes puissent non pas être consommatrices de ces lieux-là, mais puissent être accompagnées et développer leurs projets, qu'elles soient novatrices et qu'elles puissent développer leurs idées et leurs besoins pour répondre à leurs besoins propres aussi. Est-ce que vous échangez au sein d'APF avec les collectivités sur ces questions-là? Est-ce que vous avez Alors, on a des discussions régulières au niveau au niveau local, parce que APF France Handicap est une association qui est nationale, mais avec des délégations départementales. Donc le CA est souverain dans ses décisions, mais après on laisse aussi une portée à chaque groupe départemental pour qu'il puisse gérer aussi ses propres projets sur le terrain, parce que notre CA ne pourrait pas tout gérer. Et après, chaque territoire a ses propres spécificités aussi. Et ce sont là aussi les personnes en situation de handicap qui vont être maîtresses des projets qu'elles veulent mener sur le terrain. Et elles sont justement, en communication assez étroite avec les décideurs publics, les décideurs locaux aussi. Main dans la main quand on va dans le même sens, et puis aussi ne pas hésiter de temps en temps à dire nos griefs quand on sent que là, ça ne correspond pas tout à fait à nos attentes ou à nos aspirations, mais dans des termes plutôt pacifiques en tout cas. donc en un mot appliquer la loi, trouver des nouvelles formes de solidarité, d'organisation collective? Monsieur Poulet-Goffard, je crois que vous vouliez mettre en avant peut-être, je ne sais pas si c'est en lien avec la précarité, quel pont vous pouvez faire en ce que vous avez fait au niveau d'une collectivité? Oui, non, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport à Romainville. Donc c'est vraiment poser un diagnostic, mais partagé avec les forces vives du territoire, et pas seulement avec les élus en charge de la sécurité et les techniciens en charge de la sécurité, mais bien mobiliser l'ensemble des ressources du territoire. Et moi j'ai donc du coup, dans ce cadre-là, un souvenir très émouvant, où il y avait, quand on parle de solidarité, les gens sont concernés naturellement par cet enjeu-là. Et donc j'avais là un acteur du territoire qui était un pharmacien, qui était très heureux qu'on le sollicite sur cet enjeu de solidarité locale. Et puis j'avais aussi le comité d'usagers de la circonscription d'action sociale qui était là. Ils étaient ensemble à la même table, parce qu'on organise des tables de réflexion collective. Et donc on leur demandait à tous les deux, et avec la même casquette d'habitants, d'acteurs du territoire, comment est-ce qu'on pouvait répondre à la problématique des personnes âgées isolées. Et l'un et l'autre avaient plein d'idées, et c'était assez transformateur pour le pharmacien de plus être le pharmacien sachant derrière son officine, mais d'être juste acteur du territoire. Et puis pour la personne accompagnée par les travailleurs sociaux, d'être face à face, nez à nez, à la même place, avec la même casquette du pharmacien, ça a été aussi très transformateur. Donc voilà, ce sont des expériences qu'on fait nous au quotidien, et c'est vrai que l'enjeu de solidarité, c'est un enjeu qui parle à tout le monde, et qui, il me semble, est très mobilisateur sur les territoires. Voilà. Charge au territoire d'organiser ce facile. travail collectif et de trouver aussi il y a des aides structurelles aussi dont on peut avoir auxquelles on peut avoir accès. Madame Desrolles? Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, c'est que il y a cet enjeu de la concertation et d'être en capacité en effet d'entendre et d'écouter la parole de chacun, donc potentiellement l'expertise de l'usage, du territoire, mais il y a ensuite l'enjeu du faire ensemble. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'apporter des bonnes idées, il s'agit ensuite d'impliquer effectivement
les acteurs, les personnes dont on a aussi sollicité les avis. Les tiers-lieux sont des endroits où l'on fait ensemble, hein, très clairement, où l'on fait avec les collectivités territoriales, où l'on fait avec les associations. Mais pour les personnes qui sont en situation de précarité ou de pauvreté, le fait d'être non seulement associé à l'idée, mais aussi à la capacité à proposer, à faire projet et à ne pas être que ne pas être que catégorisé dans un dispositif, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui participe de lever un certain nombre de freins qui participent habituellement des situations de précarité et de pauvreté. Et ça, c'est un vrai enjeu, une fois de plus, qui n'est pas que celui des tiers-lieux, mais là, aujourd'hui, avec l'Asso nationale des tiers-lieux, on cherche vraiment à relier à l'échelle nationale les différents partenaires, comme par exemple peuvent l'être APF France Handicap, pour que justement on apporte des réponses complémentaires, associées, qui peut se traduire soit dans les tiers-lieux qui sont nommés comme cela, soit dans les CCAS, soit dans les points de distribution alimentaire ou autres. Très bien. On arrive au terme de ce débat. Je suis désolée, c'est très court, 30 minutes. Je ne sais pas si on a peut-être le temps d'une question de la salle. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question éventuellement pour l'un de nos intervenants? Non? Bon, vous pourrez échanger de toute façon après la fin de ce débat. Ceux qui sont intéressés, donc on a produit un livret pour réussir la participation de toutes et tous, donc par rapport à cette application de la loi, d'associer les personnes concernées. Donc j'en ai pris quelques-uns. Merci à tous les quatre et merci à l'assistance. Bonne fin de journée.